Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler signature transcriptomique RNU4.2. Donc, sujet brûlant de ces derniers mois, je pense pour beaucoup d'entre nous. Donc, l'avantage, c'est que l'introduction a été faite pour beaucoup par Christelle. Donc, elle a bien décrit le séisme qui a été RNU4.2 à la fois pour les cliniciens et pour les biologistes. Ça a été quelque chose d'assez commun. Donc, un nouveau gène fréquent dans le domaine, c'est pas tous les jours. Donc, avec ces deux papiers qui sont coup sur coup, alors sur les mêmes patients, qui a décrit du coup chez une centaine de patients des variants, dont une présente dans 70% des cas. Donc pour rappel, pareil, l'introduction a été faite par Kevin, Estelle aussi sur l'épissage, donc c'est pratique. Donc je rappelle quand même pour l'épissage, l'excision des introns, c'est une séquence d'événements enzymatiques, donc avec la reconnaissance du site 5' par U1, du branch point par U2, et ensuite c'est un triplex U4, U5, U6, qui vont permettre la bonne reconnaissance finalement du site à exciser. Et vous voyez que U5, U6 lit directement l'ARN et U4 a un rôle plus indirect. Donc, suite à cette publication, il y a eu un gros effort national donc mené par Christelle, Caroline notamment, pour récolter tous les cas, notamment via les plateformes, parce qu'il fallait du génome quand même pour voir ces variants-là. Donc c'est surtout via les plateformes Sequoia, Oragen, qui ont été identifiés. Donc aujourd'hui, 130 et quelques patients. Donc c'est quand même dans un temps record, quelques semaines, mois, la mobilisation de beaucoup de monde. Et vous voyez, donc ça confirme les données de la première publication. Donc 70% des cas, c'est une variation vraiment précise qui a été identifiée dans un phénotype vraiment assez sévère de déficience intellectuelle avec épilepsie. Et vous voyez, les mutations ici donc, sont localisées dans une région qui est très particulière. Donc là, c'est U4 en rouge et U6 en jaune. Vous voyez qu'il y a, ça forme un duplex avec des régions de complémentarité et des régions où c'est moins complémentaire, avec la région de U6 qui lie l'ARN. Et vraiment, c'est les mutations qui sont clusterisées dans cette région en regard de cette séquence-là, notamment à Kagaga au niveau du U6. Donc la question, c'était comme un temps record, comment on va mobiliser tout le monde pour aller faire une meilleure description clinique par rapport au papier, que c'était assez succinct sur les premiers papiers, et comment on pouvait aller un petit peu plus en profondeur dans le mécanisme. Donc en parallèle, on avait décrit pas mal dans le réseau, et puis ici même un protocole de RNA-seq qu'on fait maintenant en routine à partir de prélèvements ODTA. On met en culture les lymphocytes. Donc on a récupéré 19 prélèvements RNU4.2 donc en quelques semaines. Donc ça, c'était quand même déjà un gros challenge. Donc merci à la mobilisation notamment de beaucoup de cliniciens pour nous envoyer les prélèvements. Nous aussi, au laboratoire, des techniciens pour aller au plus vite, pour quand même générer des données dans un temps imparti assez court. Donc on a fait notre protocole classique d'isolation et de culture isolement des lymphocytes, culture, et ensuite séquençage RNA-seq. Et on a utilisé d'autres outils bioinformatiques, donc c'est pas ce qu'on utilise en diagnostic en routine. Là, on a un autre schéma finalement, on est plus cas contrôle. Donc nos contrôles, c'était tous les patients qu'on a passés en neurodéveloppement, mais donc vraiment atteints de façon très hétérogène. Donc on avait une centaine de contrôles déjà séquencés, et donc tous les RNU4.2. Et vous voyez, on a utilisé Hermas. Donc Hermas, c'est ce qu'a présenté Kevin, c'est le même outil qui a été utilisé dans cette étude-là. Donc c'est juste une métrique qui est utilisée, c'est la psi-valeur. Donc c'est pour illustrer, en fait, là vous avez les exons, et la psi-valeur, c'est on va dire finalement la fréquence d'inclusion de l'exon dans les transcrits du gène. Donc là, il est inclus à 100%, donc il a une psi-valeur à 1. Là, par exemple, il y a un saut d'exon dans d'Iride, donc il a une psi-valeur à 0,5. Donc en gros, cette valeur de psi, elle est calculée pour chaque exon. Et en fait, on a un test statistique entre les contrôles et les patients RNU4.2 qui a été réalisé, qui nous permet de regarder et de voir s'il y a des événements significativement enrichis dans la cohorte de patients RNU4.2 pour différents types d'altérations, notamment les sites 3' d'épissage, les sites 5' d'épissage, les rétentions introniques et les sauts d'exon notamment. Alors, je n'ai pas montré tous les résultats, mais en gros, il n'y avait pas de différence sur les rétentions introniques. Par exemple, ce qui a été vu dans RNU4 attaque, donc le splicosome mineur, c'est du biallélique, et là, il vaut très bien des rétentions introniques. Donc là, on n'a pas du tout de signal sur les rétentions introniques. Par contre, c'est vraiment dans les sites 5' alternatifs qu'on a le plus gros signal. On l'a représenté sous forme d'analyse en composantes principales. Donc chaque point est un patient. Donc en violet, sont les contrôles. En vert et en rouge sont les patients RNU4.2. Et donc ça, c'est les psi-valeurs qui sont présentées pour une centaine d'événements
5' alternatifs significatifs. Vous voyez, c'est qu'une centaine. Donc, je crois qu'il y a environ 160 000 introns dans le génome. Alors, tous ne sont pas exprimés dans les lymphos. On va dire, si on arrondit à 100 000 environ exprimés introns, là, c'est qu'une centaine. On peut dire environ à la louche 0,1%. Donc, c'est vraiment pas un phénomène global sur tous les introns, tous les gènes, mais vraiment quelque chose d'assez localisé dans certaines conditions, certaines caractéristiques. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, de comprendre pourquoi. En tout cas, c'est 100 introns impliqués. Et là, ce que vous voyez, c'est vraiment la distinction déjà entre les contrôles et les RNUK2 en général. En triangle, vous avez la variation récurrente, 64-65 insertions. Donc on voit qu'ils clusterisent vraiment bien entre eux. Et ils clusterisent avec d'autres variations qui sont proches et surtout qui ont un phénotype sévère. Les carrés, là, c'est les RNUK2 76 sédentés. C'est une autre variation récurrente et qui, de façon intéressante, avait été vue, notamment héritée d'une famille dans le premier papier. Et en fait, ils ont un phénotype beaucoup plus léger de déficience intellectuelle, donc qui n'ont pas forcément de microcéphalie ni épilepsie. Et vous voyez qu'ils clusterisent un petit peu à part, de même que la 72-73 d'elle, également déficience intellectuelle plus légère. Et on avait également un autre variant, donc c'est une patiente vue par Bertrand Isidore, qui était considéré probablement pathogène dans le manuscrit et qui est en cours. Mais en fait, nous, on l'avait rendu pour l'instant de variation d'identification incertaine, puisqu'il y a une seule patiente, et en fait, elle présentait une déficience intellectuelle légère, et plutôt avec une avance naturelle et une macrocéphalie, donc ça ne correspondait pas vraiment au phénotype. Donc l'intérêt, c'était prudent. Et on voit en fait qu'elle clusterise vraiment avec les 76 saisonnalités et les autres patients avec un phénotype léger. Donc on a pu reclasser ce variant-là en probablement pathogène suite à ces résultats-là. Donc, de quoi on parle quand on parle d'événements 5' alternatifs? Donc là, c'est un sashimi-pot. Vous avez la valeur pour les contrôles. Vous avez un gène avec 2 sites 5' alternatifs pour cet intron-là. Et vous voyez que le site alternatif, on va dire mineur, là, est utilisé chez les contrôles, dans 19% des cas. Là, il y a les RNUK2 légers et les sévères. Et vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est une augmentation de l'usage de cette long exon, en fait, qui passe de 19% à 34% pour les RNUK2 légers, et de la même façon de 35% les RNUK2 sévères. Donc on a pu caractériser une cinquantaine d'événements comme ça qui sont similaires, en fait. Il y en a qui ont la même signature chez tous les patients, qu'ils soient légers ou sévères. Et vous voyez que la plupart du temps, ce n'est pas une apparition de nouveaux sites, en fait, c'est l'augmentation de sites assez mineurs chez les contrôles, chez les patients. Et donc, on a des cas qui sont des introns qui sont avec des sites 5' alternatifs uniquement chez les RNUK2 sévères. Vous voyez, chez les contrôles, il y a uniquement présence de site 5' là, chez les phénotypes légers également, et chez les sévères, là, on crée un site alternatif. Donc on reste, c'est pas majeur, on a 5 à 10% des jonctions, donc c'est pas un événement non plus encore majeur, mais donc, avec un événement qui est spécifique. Donc là, on a pu décrire les sites consensus, donc la séquence nucléotidique, au site 5'. Donc ça, c'est pour tous les sites 5' des transcrits MAN. Vous voyez avec l'AG en fin d'exon, le GT, et AAG qui sont présents en plus 3, plus 4, plus 5. Là, c'est la séquence pour les sites diminués et la séquence pour les sites augmentés. Ici, pour les sites qui sont en commun entre les phénotypes légers et sévères, et là, uniquement pour les sites sévères. Donc on a 19 sites présents uniquement chez les cas sévères. Donc on a confirmé avec plus de sites que ce qui était présent dans la première publication d'il y a quelques mois, qu'il y a une augmentation de TC en plus 3, plus 4, plus 5. Vous voyez, là, normalement, ça c'est le site consensus AAG. Donc on diminue les AAG et on augmente la présence de TC au niveau intronique, donc que ce soit pour les deux sites. Par contre, ce qui est vraiment spécifique au sévère, c'est que les sites diminués, en fait, s'éloignent du site consensus dans l'exon. Donc le AG, à la fin de l'exon, il n'est plus présent dans les sites qui sont diminués, et on retend vers un site plus consensus pour les sites qui sont augmentés. Donc là, à voir comment on va l'interpréter, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez caractéristique. La fin de l'exon a un rôle très important également, notamment pour les phénotypes, pour le phénotype moléculaire, pour les patients sévères. Donc voilà, je vous ai présenté la signature qui est vraiment spécifique, qu'on a détectée pour les patients RNUK2, qui permettent de distinguer les phénotypes sévères et légers. Ça nous permet de tester des VSI en pratique courante, avec une technique qui est similaire à ce qu'on fait en routine. Donc on peut intégrer à nos runs en fait, ces patients-là, et on peut pouvoir tester du coup ces signatures-là. Et donc le manuscrit qui est en cours est bien avancé, mené notamment un super travail mené par Christelle, et l'implication de beaucoup de monde, tant biologistes que cliniciens,
Et donc avec l'intégration en plus de variant U5. Donc on n'a pas encore testé en termes de signature à RNA-seq, mais on espère pouvoir réunir le plus de patients possible pour avoir cette signature-là très bientôt. Donc merci à tous, notamment au niveau du CHU Nantes. L'implication de tous a été assez intense quand même le dernier mois là-dessus, et surtout également au niveau national, au niveau du réseau, et puis toutes les personnes impliquées sur ce projet. Merci. On a le temps pour 2 questions. Merci. Oui, moi j'avais une petite question. Donc tu montres en fait que du coup tu vas avoir un changement d'épistage sur des formes qui existent déjà, enfin finalement une augmentation de certaines isoformes par rapport à d'autres. Est-ce que tu as identifié aussi des nouveaux événements ou alors pas du tout? Et la deuxième question reliée, c'est est-ce que finalement on sait quelque chose de ces, par exemple, je ne sais plus le gène que tu as présenté, la MAP4, est-ce qu'on sait finalement qu'est-ce que fait le rajout de ces acides aminés ou la soustraction de ces acides aminés? Est-ce qu'il y a des choses sur certains des gènes que tu as identifié qui est connu? Alors il y a des gènes de DI dedans. Alors j'ai pas cité là la liste, mais il y en a. Mais bon, comme ça représente un certain pourcentage du génome, est-ce que c'est significatif? Est-ce que ce sont ces gènes-là? C'est dur à dire. Alors, on est dans les lymphocytes. Là, c'est vraiment aussi, faut le rappeler, on est quand même dans un tissu particulier. Ce qui se passe dans les neurones, je pense qu'on peut avoir un schéma global avec la séquence, notamment cette séquence-là. Je pense que c'est un mécanisme qui peut être généralisable. Par contre, les événements en tant que tels, forcément, ils vont être différents, qu'on va s'adresser à quelque chose de plus spécifique. Il faudra aller sur un modèle neuronal pour vraiment aller voir peut-être les gènes d'intérêt. Donc, en tout cas, oui, on a des choses qui n'existent pas, c'est ce que j'ai montré sur celui-là. Il n'existe pas du tout chez le contrôle. Et il est présent chez les C1. De quoi? Alors, oui, c'est mis là, mais toi, c'est mineur, c'est vraiment très... Il n'y a rien d'aberrant qui n'existe pas. Ça, c'est un XM qui a été mis, je ne sais pas comment. Mais ça, c'est la plupart de ces nouvelles isoformes ou nouveaux changements sont plutôt hors phase, j'ai l'impression. Bon, ça prend du sens, hein, sinon ils n'existeraient pas vraiment chez les contrôles. Et après, pour aller plus loin sur la physiopathe, c'est le début, hein, mais quels gènes vraiment vont jouer, pour l'instant, on ne peut pas le dire. On a la signature, pour l'instant, il faudra aller plus loin sur... Moi j'ai une question pour toi. Dans le papier, on a une patiente qui est une patiente de Delphine, je crois, qui a un variant de RNU 4.1 et qui a un phénotype pas très sévère. Et je me demandais si on pouvait éventuellement passer ce patient-là pour voir s'il ne clusterisait pas avec les cas mild. Parce du coup, c'est un VSI pour l'instant. Alors j'étais resté sur RNU4.1 avec l'insertion récurrente qui n'était pas pathogène dans ce que tu as présenté. Donc, là, c'est un patient qui a une variation de de novo qu'on a listé du coup dans une subtable parce qu'on a regardé tous les de novo. Je me souviens plus où il est par contre, mais du coup je me souviens plus s'il est dans la région. Mais je me disais là en t'écoutant que ça vaudrait quand même le coup de voir si. On peut tester, hein, si jamais le mécanisme. Comme Delphine est là, c'est pratique.